Bien, bonjour à tous. Une vidéo pour essayer de présenter un petit peu ce qu'on a dit en visioconférence. Donc, comme vous le savez, pour être évalué au deuxième semestre, nous avons pris la décision donc de faire deux épreuves en philosophie. Une épreuve écrite sur laquelle je reviens pas parce que vous l'avez dans le mail. Hein, vous avez reçu donc dans le mail que je vous ai envoyé ce matin, le 11 mai, date du déconfinement. Vous avez reçu la liste des sujets ici qui sont possibles à traiter par écrit. Et puis, je vous ai dit que la deuxième épreuve serait une épreuve non pas écrite, mais orale, où on va essayer de faire une explication de texte oralement, comme c'est prévu dans l'épreuve officielle de l'oral de rattrapage de philosophie. Je vous ai donc fourni une liste de 3 textes. Le premier texte pour toutes les terminales, le deuxième texte uniquement pour les ES et L, et le troisième texte pour les L. Cela veut dire que les terminales STMG, vous ne préparez qu'un texte, le premier, celui de Pierre Clastres. Les terminales ES, vous préparez celui de Pierre Clastres, ainsi que le deuxième texte, c'est-à-dire la lettre de Sénèque, la lettre 47 à Lucilius, et les terminales L, vous préparez les deux précédents, plus le texte de Bergson sur la conscience et la vie. Comment faire pour faire ce travail d'explication de texte? Eh bien, en fait, en revoyant et en refaisant ce que l'on a déjà fait un certain nombre de fois dans l'année, c'est-à-dire en suivant la méthodologie de l'explication de texte. Tout d'abord, vous allez prendre le temps de lire l'intégralité du texte. Alors, ça veut dire que le texte en gras, évidemment, celui que vous allez devoir expliquer, mais prenez connaissance également de la suite du texte. Hein. Ce texte est long, ce sont des textes longs. Vous n'expliquerez que la partie en gras, mais prenez connaissance de tout le texte. Une fois que vous avez lu une première fois tout le texte, vous relisez la partie en gras. Et vous vous demandez ces 4 choses qui sont au tableau que j'ai inscrit ici en noir. La première chose à faire quand on lit un texte de philosophie, c'est de s'interroger sur le thème du texte, c'est-à-dire de quoi ça parle. Voilà, quelles sont les notions qui sont abordées. Alors évidemment, en vous disant que l'axe principal est celui de la culture et de la technique, bon bah vous devinez que le texte va bien porter là-dessus. Mais plus important encore est de déterminer la thèse du texte, c'est-à-dire ce que l'auteur veut montrer. Pas simplement parler de la technique et des cultures, mais ce qu'il veut montrer précisément. Quelle est sa thèse? Alors, je vous invite à faire un petit effort de lecture et d'attention, en particulier parce qu'on l'a travaillé en visio, donc là je résume des choses que l'on a dites en visioconférence. Quand vous allez voir à la fin de la première page, à la fin de la page 1, presque à la fin du texte en gras, il n'y a donc pas de hiérarchie dans le champ de la technique, il n'y a pas de technologie supérieure ni inférieure. Alors on discutait de ça en visioconférence en se disant, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'on compare des sociétés par rapport à leur développement technique ou technologique, on s'aperçoit assez facilement qu'il n'y a pas qu'il y a un gros écart, une grosse différence entre la manière dont nous utilisons par exemple nos modes de déplacement et nos transports et la manière dont d'autres sociétés peuvent les utiliser. Bien. Que dit le texte? Dans cette partie-là, vous avez une phrase qui vous dit « Il n'y a pas de hiérarchie dans le champ de la technique. Il n'y a pas de technologie supérieure ni inférieure. » Alors, vous avez là une thèse forte qu'il va falloir essayer de dire avec vos propres mots et de reprendre, de reformuler et surtout de montrer l'enjeu non évident, l'enjeu plus complexe d'affirmer une chose pareille. Il faut que vous montriez dans votre analyse de texte que vous êtes capable de prendre la thèse de l'auteur et de montrer qu'elle est en fait réellement étonnante, voire même qu'elle peut paraître assez paradoxale, pour telle et telle raison. Voilà ce que c'est qu'une problématisation d'un texte. C'est-à-dire que vous ne le lisez pas en disant voilà ce qu'il dit simplement, mais vous vous dites je vais devoir essayer de résoudre un problème assez important qui est quand même de dire est-ce que c'est si évident que ça qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le champ de la technique et entre les différentes technologies et sociétés technologiques. Est-ce que c'est si évident que ça? Pour quelles raisons cela pourrait ne pas être si évident? Une fois que j'ai montré que la thèse de l'auteur était absolument pas une évidence, il va falloir montrer pourquoi et comment, dans le texte, le plan du texte, c'est-à-dire les arguments tels qu'ils s'enchaînent, sont en fait une réponse argumentative au problème que j'ai posé.
j'ai bien posé un problème dans ma lecture du texte. Maintenant, je dois montrer comment l'auteur, dans son texte, essaye de résoudre le problème que je lui adresse, moi, lecteur. Donc, on disait en visioconférence que, donc je synthétise encore très brièvement, si on lit le texte avec attention, on remarque qu'il y a 3 moments où l'argumentation change. Une première partie semble une partie où l'auteur passe du temps à définir les termes. Hein. Vous voyez, elle commence par si l'on entend, par technique, l'ensemble des procédés, etc. Il y a toute une partie de définition qui semble se conclure par une forme de généralité. Quand vous voyez 3, 6, 7 lignes plus loin, c'est dire que tout groupe humain parvient par force, etc. On a donc une définition qui aboutit à une observation générale. Et ça tombe bien, puisque c'est le propre de la définition d'être suffisamment général, générique, d'englober tout ce qui tombe sous le genre. Bien. Alors, une fois qu'on a déterminé cette généralité-là de la première partie, il semble qu'il y ait quelque chose qui change dans l'argumentation. Regardez, on n'a jusqu'à présent connaissance d'aucune société. Ah, on commence à parler de sociétés peut-être en particulier. Oui, les exemples vont arriver. Les Esquimaux, les Australiens. On a donc une deuxième partie qui semble beaucoup moins générale, mais au contraire, qui semble se concentrer bien davantage sur l'étude, il est ethnographe, il est anthropologue, sur l'étude de sociétés particulières. Regardez le raisonnement. Si je dis qu'apparemment, tout groupe humain parvient à exercer le maximum nécessaire de domination sur le milieu, etc. Tout groupe humain. Ça veut dire que cette généralité est vraie, à la condition que je ne trouve pas un contre-exemple. Dès que je trouve un contre-exemple, je vais être contraint d'invalider mon hypothèse ou ma proposition. Que fait-il donc? Bien, il va prendre des exemples chez les sociétés qui sont apparemment confrontées aux milieux les plus hostiles. Les Esquimaux, c'est-à-dire dans une vie polaire, glaciaire, et ici les Australiens, pour probablement le climat particulièrement aride, puisque l'Australie est un pays, un continent très désertique, en grande partie désertique. Donc, on prend des exemples diamétralement opposés, mais surtout dans des situations presque critiques, pour essayer de déterminer si ces sociétés ont développé des techniques, des technologies, leur permettant de satisfaire leurs besoins. Si à cette réponse, nous pouvons dire oui, si à cette question, nous pouvons dire oui, répondre oui, alors il est probable que l'hypothèse générale avancée à la fin de la première partie soit valide. Je vous laisse également le soin de voir à quel point de cette généralité qui passe par l'exemple, on arrive à une conclusion par le terme donc, et j'avais dit en visioconférence d'insister d'expliciter beaucoup les termes de hiérarchie, supérieur et inférieur, ces 3 termes. Alors maintenant j'y viens. Une fois qu'on a déterminé le plan, tout ce que j'ai dit là, c'est quand même beaucoup du travail d'explication, mais vous devez le reformuler et surtout montrer en quel sens ça vient répondre à la problématique. Alors pour ce faire, c'est tout le travail qui vous reste à faire. Vous prenez chacune des parties qu'on a délimitées et vous essayez premièrement de lui donner un titre. Une fois que vous lui avez donné un titre, c'est-à-dire que vous caractérisez ce qui se passe dans cette partie, ce qui est dit, en quelque sorte, mais très synthétiquement, vous passez à ce que fait l'auteur. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Quel est l'objectif dans l'ordre de son raisonnement? Quel est l'objectif de cette partie? Une fois que vous avez indiqué ceci, vous indiquez ce que dit l'auteur. Ce que dit l'auteur, c'est évidemment l'idée générale, mais ça vous en avez déjà un peu parlé dans le titre, mais c'est aussi quel terme il emploie. Pourquoi choisit-il ces termes? À votre avis, quel sens donner ici à ces termes? Par exemple, dans la première partie, je l'ai indiqué aussi en visioconférence, il parle à la ligne 3 du projet cartésien. Le projet cartésien est donc fait référence donc à la philosophie de Descartes, qui dans le discours de la méthode a cette fameuse phrase qui explique que la connaissance du feu, etc., donc des éléments de la nature, permettra à l'homme de se rendre, dit-il, comme maître et possesseur de la nature. Voilà le projet cartésien. Alors évidemment, c'est peut-être pas Descartes exactement qui est mis en cause dans le péril écologique, mais c'est
une certaine interprétation, voire une mauvaise compréhension peut-être de ce que voulait dire Descartes, pour essayer de rendre compte de la difficulté dans laquelle nous sommes. Bref, vous voyez que il utilise un terme, alors celui-là, bon, on n'a pas travaillé avec les STMG, mais vous voyez bien que les termes qu'il utilise ont une portée. Hein. Et donc, à vous de trouver dans chacune des parties les termes importants des phrases ou des parties qui vous permettent d'aller plus loin dans l'explicitation. Hein. C'est ce que je vous demande de faire, hein, quand je vous ai dit tout à l'heure, bon, il y a hiérarchie, supérieure, inférieure, essayez de réfléchir sur ces termes, pourquoi, à votre avis, l'auteur les emploie-t-il et quel sens leur donne-t-il dans ce texte. Et enfin, une partie que j'ai mise ici, en quoi cela peut-il paraître étonnant, c'est-à-dire que de la même manière que nous étions étonnés par la thèse, nous avons le droit, et c'est même là que le texte devient intéressant, de nous demander pourquoi l'utilisation de ces termes. En quoi cela est étonnant ? En quoi le propos qui est tenu ici peut être déroutant? Qu'est-ce qu'il vient déstabiliser? Quel préjugé est ici remis en question? Bref, vous voyez à quel point ensuite votre travail de compréhension, hein, c'est-à-dire de dégager tout le sens qui peut être dégagé d'un texte, est en fait le dernier travail qui reste à faire. Hein. Donc, voici comment vous allez procéder, tout ceci oralement pour environ un oral qui va durer 10 minutes. Je vous laisse donc le soin de le préparer, vous avez tout à fait le droit ensuite de garder votre petite feuille devant vous pour vous aider. Suivra ensuite un temps d'échange à partir duquel soit je vous poserai des questions sur le texte lui-même, des points de compréhension, peut-être que là il y a eu un moment où vous n'êtes pas allé assez loin, ou bien il y a eu un faux sens que j'essaierai de corriger. Et ensuite, quelques questions porteront sur la suite du texte. Alors dans la suite du texte, hein, dans la feuille que je vous ai envoyée, bon, là vous allez avoir du mal à le voir à la caméra, mais vous avez des expressions que j'ai mises en italique, hein, qui sont d'ailleurs aussi en italique dans l'original de Pierre Clastres. Par exemple, vous avez un paragraphe, au deuxième paragraphe, qui commence par « ni en droit, car il n'y a pas d'échelle abstraite à quoi mesurer les intensités technologiques, etc. Ni en fait. En droit, en fait. » Ceci est quelque chose... cette partie-là, il va falloir un petit peu la comprendre, parce que peut-être que là-dessus, je vous poserai quelques questions. Et de la même manière, vous avez ici une remise en question très nette des préjugés racistes, en quelque sorte, dans nos expressions presque courantes, malheureusement, enfin, qui ont été courantes pendant un temps, heureusement plus trop aujourd'hui, mais vous avez dans le dernier paragraphe l'explicitation d'un paradoxe majeur, hein, que Pierre Clastres essaye de mettre en lumière, pour montrer à quel point il y a une contradiction également dans l'usage que nous faisons des expressions pour parler de ces sociétés-là, jugées technologiquement ou techniquement inférieures. Voilà, donc tout ceci et cette vidéo a pour but de synthétiser ce qu'on a dit, de vous aider à préparer cet oral. Pour les terminales STMG, d'ailleurs pour toutes les terminales, lorsque vous vous sentirez prêt, que vous aurez préparé les 3 textes pour les terminales L, les 2 pour les ES et celui-là pour les terminales STMG, eh bien vous me le direz et on passera un oral quand vous vous sentirez prêt. Si vous avez des questions, vous m'envoyez des messages et puis j'essaye d'y répondre pendant les temps de visioconférence ou bien à d'autres moments. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. Je vous souhaite bon courage, bon travail à tous et puis à très bientôt.